Argilen et son neveu, Aresaleg. Dans l'Aïr, Argilen était de grande chefferie. Son rire éclatant ébranlait les étoiles. De même que le désert est au génie, la fine intelligence est à l'Aménokal. Des pistes surgissaient des pèlerins curieux à l'affût d'une astuce, d'un conseil avisé. Ils venaient, ne fût-ce que pour entendre un peu le chef qui crânement le mieux devisait. Mais sa suprématie fut mise en péril par la naissance de son neveu utérin. Son nom, Aresaleg, à la parole habile et à la clairvoyance, son cœur était enclin. Une nuit, l'Aménokal releva la couverture de laine tissée sur ses larges épaules, émit un grognement refrogné et ferma les yeux, le front plissé d'inquiétude. Il craignait ce neveu, dont les dons potentiels menaçaient de lui faire beaucoup d'ombre, de le supplanter dans l'esprit de chacun. Il redoutait aussi qu'il surpassât son propre fils, qui ne semblait pas avoir les mêmes prédispositions. Comme le sommeil le fuyait, il échafauda en pensée un moyen pour mesurer l'intelligence d'Aresaleg avec l'espoir de le ridiculiser. Au matin, d'un pas décidé, il marcha vers le vallon le plus proche du campement. Dans sa besace, il avait glissé des sabots de chamelle et d'antilope avec lesquels bientôt il marqua différentes empreintes sur le sol. Plus tard dans la matinée, il conduisit à ce même endroit son neveu tout juste arraché au bras de sa nourrice. Il le questionna fiévreusement, impatient de sonder ses tendres facultés. « Oh mon neveu, qu'en est-il du vallon? Qui est passé par là ?» L'enfant scruta avec une grande application le sol. Il décela les moindres traces. Puis son visage s'éclaira soudainement. Il regarda son oncle droit dans les yeux avant de lui confier. « Depuis quand, ô mon oncle, sur les chemins, les animaux défunts marchent-ils encore? Aucune bête ici n'est passée ce matin, car ces empreintes sont celles des sabots morts. » En quoi le distingues-tu? Demanda l'oncle interloqué. Le mouvement d'un pas vivant revient toujours dans son élan, sur sa trace. Oh, l'enfant savait lire les signes. Argilen démasqué cacha le dépit qui en inonda son visage. Cet enfant jouissait d'une finesse impertinente et savait voir au-delà des apparences. Ses traits de caractère et d'exception, loin de réjouir l'Aménokal, le minèrent. De ce jour, il jura que son intelligence serait toujours la plus grande et la plus célébrée dans l'Aïr. Dut-il pour cela éliminer son neveu, dont les talents précoces pourraient tôt ou tard éclipser son fils et nuire à sa magnétique réputation. Les énigmes d'Argilen, laissées derrière lui quand il partait au pâturage, chacun les craignait. Elles donnaient la migraine à trop réfléchir vainement. Le chef les partageait, la mine réjouie, certain que personne ne saurait les résoudre. Quelle jubilation brillait sur son visage! Il chantait ses devinettes avec l'assurance qu'à son retour, chacun brûlerait d'impatience de le retrouver. Et enfin de lui annoncer d'avoir échoué à défier l'intelligence de son chef. Fièrement, de sa voix la plus tonitruante, il distillait alors, après maintes suppliques de son auditoire, les réponses à ses devinettes demeuraient obscures, et ce, pour sa plus grande joie. À la veille d'un nouveau départ, Argilen fanfaronnait. Qui peut pleurer et rire dans le même moment? Qui peut à l'outre boire le lait sans défaire mon nœud? Comment empêcher les petits de téter leur mère dans un même troupeau en chemin vers le puits? En éclatant de rire, le chef quittait le campement,
laissant derrière lui les vieillards, les femmes, les enfants, en proie à d'épuisantes investigations mentales, la mine concentrée, le sourcil pétrifié par les multiples interrogations dont il n'envisageait aucune réponse. La nuit même, las de tourner en tous sens les questions laissées par Argilène, la plupart d'entre eux s'empressèrent de retrouver Adésalègue, encore adolescent. À peine les énigmes lui étaient-elles soumises qu'en un éclair il pénétrait de son intelligence leur insondable mystère. L'épouse qui, avec son mortier, pile l'oignon, tout en voyant revenir à elle son époux depuis longtemps parti. C'est elle qui pleure et en même temps rit. Des soupirs soulagés accueillis ses paroles, des hochements de tête admiratifs saluaient sa perspicacité. Sans défaire le nœud fait de sa main, mais celui de la base qui est le nœud ancien, ajouta-t-il. Oh, des exclamations réjouies accueillaient les propos éclairés du jeune homme. En dispersant les chamelans près des vaches et les veaux près des chamelles pour aller vers le puits, aucun petit ne retrouvera son puits. Et quand l'oncle à son retour apprenait que toute sa science avait facilement été éventée par le jeune garçon, il feignait d'en être fier, mais intérieurement, il le maudissait. Comme Argilène était de plus en plus jaloux de l'envergure grandissante de son neveu, il médita une ruse pour se débarrasser de lui définitivement. Il l'emmènerait en voyage, au cours duquel il espérait le voir mourir. Il invita son propre fils à faire partie de la marche et tous trois se mirent en route. En chemin, Argilène repéra un point d'eau à proximité d'un euphorbe et en mémorisa l'emplacement. Non loin de là, ils établirent leur campement à l'ombre d'un rocher. L'oncle sortit de sa besace de la viande séchée et salée, qu'il ne cessa de proposer à son neveu, qui se servit abondamment. Mais cette nourriture intensifiait la soif. Tous les trois burent bientôt toute l'eau dont ils disposaient. Adésalègue s'endormit d'un sommeil agité, la gorge sèche et rêvant d'eau fraîche. Sitôt qu'Argilène sentit que son neveu dormait, il secoua son fils en silence et lui fit signe de le suivre. Ils retrouvèrent facilement le point d'eau marqué par le feuillage. Ils s'y désaltérèrent longuement, se lavèrent et revinrent dormir à leur bivouac. Quand Adésalègue se réveilla, la soif le tenaillait. Alors Argilène gronda. « Nous allons chercher à boire. Ne bouge pas d'ici. » Adésalègue se méfiait déjà, car il remarqua les lèvres dilatées et détendues de son oncle et de son cousin, celles qu'ont les corps désaltérés. Mais malgré ce soupçon, il demeura au campement, recroquevillé dans l'ombre et ménageant ses forces. Tandis que le soleil se couchait, il vit revenir à lui les deux hommes, l'œil alerte, le pas vaillant, la mine épanouie. « Nous n'avons pas trouvé d'eau. Peut-être demain aurons-nous plus de chance. » Adésalègue comprit alors le sombre dessein de son oncle. Il supporta courageusement sa soif intense, tandis que, dans son esprit, naissait la leçon qu'il allait donner à Argilène. Ce soir-là, le jeune homme veilla. Quand son oncle et son cousin furent endormis, il se leva sans un bruit pour enduire la semelle des sandales de son cousin avec de la graisse de chameau. Au cœur de la nuit éclairée par la lune, ceux-ci se réveillèrent, allèrent au point d'eau et revinrent s'endormir après s'être rafraîchis. Adésalègue n'eut alors qu'à suivre les traces de graisse laissées par les pas de son cousin, et autour desquelles les fourmis s'étaient agglutinées, créant un amas repérable de loin. Il s'abreuva avant de déterrer le forbe qu'il replanta beaucoup plus loin,
puis choisit pour lui-même un autre repère. Dans la journée, la Ménocale s'étonna que son neveu fût encore en forme. Il s'éloigna bientôt avec son fils pour aller boire en cachette. Mais sans repère, ils ne retrouvèrent pas le point d'eau. Argilen remarqua les traces laissées par son fils autour desquelles s'agglutinaient les fourmis. Il comprit alors la ruse de son neveu et gratifia son fils d'une volée d'insultes. Le père et le fils revinrent bredouilles, assoiffés, agités. Devant ce spectacle, Adessaleg se contenta de plisser ses yeux moqueurs. L'oncle que le dépit tenaillait dut s'incliner et avouer d'une voix blanche: Adessaleg, cher neveu, fils de ma sœur, tu as bien répondu à cette épreuve. Au cœur de la soif, de la peur, ton discernement a su faire ses preuves. Le neveu, qui n'était pas dupe, offrit un sourire aimable en guise de réponse. Puis, il les conduisit vers la source où ils remplirent leur outre avant de rentrer chez eux. De retour sous sa tente, prostré sur sa natte, Argilen fulminait, son cœur battant comme celui d'un cheval fou qui se cabre. Il maudissait son épouse, Tehembeit, de lui avoir donné comme unique descendance un fils stupide et totalement inculte. Le chef se lamentait en frappant violemment dans ses mains. À part tourner ses yeux comme des billes, il ne sait rien du tout. Il fait honte à son clan. Le plus idiot des hommes et de ma famille. Il entache mon éclat, en étant de mon sang. Son épouse demeurait silencieuse, habituée à ses orgueilleux emportements. Argilen ne supportait ni la médiocrité de son fils, ni l'excellence de son propre neveu Adessaleg, l'enfant prodige. Excédé par l'éclat de son neveu, Argilen l'envoya vers un puits, où il savait que s'assemblaient nombreux les ratures d'une tribu ennemie. Adessaleg, pris au piège, fut enlevé, alors qu'il était sur sa jument Dafker. Les brigands le menèrent, les yeux bandés, vers leur campement, leur lointain repère. La femme de la Ménocale de ce clan fut éblouie par la grande vivacité, les multiples dents du fier adolescent. Elle en fit d'emblée son esclave préféré. À barater le lit des chèvres, à traire le pis des chamelles, à ciseler comme un orfèvre le pommeau précieux des selles, à dresser les chevaux sauvages, les abreuver, les mettre au galop, leur trouver le plus riche fourrage et dès l'aube renforcer l'enclos. Sa grâce subjuguait les femmes, les hommes aimaient à l'écouter. Ces tâches exécutées avec âme inspiraient à chacun le respect. Peu à peu, les ravisseurs accordèrent leur confiance à Adessaleg. Il le laissait aller et venir comme il l'entendait hors du campement. Un jour, qu'il bivouaquait non loin de grands rochers, Adessaleg vit sur leurs aspérités des inscriptions qui suscitèrent sa curiosité et bientôt sa joie. Il décrypta très vite les signes et comprit que le message lui était destiné. « Oh, Adessaleg, j'ai voulu ta perte, mais je me suis perdu ainsi. Perdu celui au regard alerte, mon puits d'intelligence et de vie. » Argilen était pris de remords et son brillant esprit s'étiolait sans Adessaleg qui lui faisait honneur. Le jeune homme répondit à son tour en gravant des signes sur la roche. « Oh, mon oncle, tout est pardonné, respire. Sur mon étoile filante, ma jument, sur Dafker, sur toutes les pistes de l'Aïr, je chevaucherai même tous les vents. Mon oncle, tout est pardonné, je vole. Les pierres marquées de tes regrets, mon exil s'efface, ma jument caracole, elle retrouvera vers nous le sentier. » Le message de son oncle le galvanisa tant qu'il réfléchit aux moyens de s'enfuir. Une nuit, sans être vu de quiconque,
D'un pas léger, il se glissa dans l'enclos des chevaux. Il était si leste, si fin, que les animaux ne branchèrent pas à son approche. Adessaleg planta des esquilles de bois pointus dans tous les sabots, sauf dans ceux de Davker, sa jument. Le lendemain, il découvrit encore non loin du campement des signes, cet éphémère d'Arguilen qui lui indiquait les points d'eau, les directions à prendre pour le rejoindre. À l'aube, il se dirigea vers sa jument Davker, qu'il monta. Elle sauta la barrière et au galop il quitta ses geôliers. Ceux-ci tentèrent de le poursuivre, mais les pointes aiguisées se fichaient dans la chair des chevaux et entravaient la course de leur monture. Ils durent bientôt rebrousser chemin. Adessaleg, libre, parcourut le désert, guidé par les indications de son oncle. Au bout de quelques jours, il entra dans son campement. Les retrouvailles furent longues et joyeuses. Et jamais Arguilen n'avait autant prêté l'oreille. Jamais il n'avait si bien écouté et s'était si profondément réjoui de sa parenté avec le jeune homme. Désormais réconciliés, ceux de la même tante, l'oncle et le neveu, ne se quittaient plus. Et lorsque leurs chemins se séparaient parfois, ils continuaient d'échanger en écrivant leurs messages sur les parois rocheuses. Ce fut ainsi, dit-on, que le tifinagh fut inventé pour communiquer d'intelligence à intelligence et dessiner l'itinéraire des nomades vers les sources précieuses et les rendez-vous sacrés. Et c'est à ces temps anciens, dans l'enfance du peuple touareg, que remonte la suprématie du lien entre l'oncle et son neveu utérin. Dans cette société matriarcale, le fils de la sœur a plus de valeur pour un homme que le sien.